Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo foire aux questions. Je réponds à certaines des questions que vous m'avez posées la semaine dernière dans la vidéo où je vous proposais de poser des questions. Et donc cette semaine-ci je vais y répondre. Là je suis à côté de la fontaine qui coule et qui fait un petit bruit d'eau. J'espère que ça ne va pas être trop dérangeant pour cette vidéo. Et puis voilà, c'est parti pour cette vidéo. Réponse à certaines de vos questions. Bon, j'ai noté les questions qui avaient reçu le plus de pouces en l'air là. Comme ça me permet de savoir un peu les sujets qui vous intéressaient le plus. J'ai un peu survolé quand même la liste dans sa globalité et j'ai également noté les questions qui revenaient très régulièrement. Et il y en a une qui est revenue vraiment hyper régulièrement. C'est plutôt une série de questions ou un ensemble d'idées qui revient assez régulièrement. C'est tout ce qui est autour de l'élevage, le véganisme, la permaculture, l'élevage. Donc je vais passer un petit moment là-dessus. Mais avant ça, je voudrais répondre à une question qui me tient particulièrement à cœur. En fait, c'est par rapport à la sortie du livre. Donc là, le livre, il est totalement terminé, il est mis en page, la couverture existe, tout est terminé. C'est juste que la sortie du bouquin est prévue pour le 11 février. Donc voilà, le livre sortira le 11 février. Je vous ferai une vidéo intégralement dédiée à ce sujet-là le 11 février. Je pense qu'il sortira pile le 11 février. Donc ce livre, vous pouvez le commander dans toutes les bonnes librairies. Et je pense que sur internet, il est possible de le précommander. Enfin, vous savez acheter un livre, donc je vous fais confiance. Ce bouquin, ça s'appelle La permaculture au jardin, mois par mois. Je suis très content de ce livre parce qu'on peut l'utiliser de plein de façons différentes. C'est vraiment, j'ai essayé de faire en sorte que ce bouquin soit un vrai outil utile et pratique pour la permaculture. Il y a un principe qui dit que chaque élément doit avoir plusieurs fonctions. Ce bouquin-là, j'ai fait en sorte qu'il ait plusieurs fonctions. On peut le lire déjà de façon classique comme n'importe quel livre sur la permaculture au jardin. On feuillette, on le lit dans l'ordre et on a lu un livre sur la permaculture. Donc c'est la première façon de le lire. Il y a une deuxième façon de lire qui me paraît peut-être la plus importante, c'est que quel que soit le mois de l'année, il y a des activités qui sont rangées mois par mois dans le bouquin. Donc quel que soit le mois de l'année, on peut l'ouvrir à la page du mois qui nous convient et on trouve tout un tas d'activités qui sont décrites pour savoir quoi faire quel que soit le mois de l'année. Il y a toujours des activités à faire au jardin, donc voilà, ce bouquin il était beaucoup axé autour du jardinage en permaculture mois par mois, donc voilà, mois par mois au jardin. Il y a une autre façon de l'aborder, c'est qu'on peut se dire tiens, je voudrais apprendre à cultiver des aubergines, je voudrais apprendre à cultiver des poivrons, peu importe. À la fin on ouvre un truc, on sait à quelle période on peut faire les semis d'aubergines, à quelle période on peut les planter en pleine terre, on sait à quelle période on va les récolter. Donc c'est aussi intéressant de l'aborder sous un autre angle. On peut se dire tiens, je trouve qu'en octobre je récolte pas grand chose, donc on peut regarder qu'est-ce qui se récolte en octobre et on fait en sorte d'avoir fait les semis et les plantations au bon moment pour pouvoir avoir des récoltes en octobre. Donc voilà, il y a plein de façons de rentrer dans ce livre et c'est pour ça que je trouve que c'est un petit outil pratique vraiment intéressant. Voilà, contrairement à pas mal de livres qu'on lit une fois et qu'on met dans la bibliothèque, celui-là on peut le ressortir régulièrement et le réutiliser, le réutiliser et le réutiliser et le réutiliser. Il y a un autre truc que je voulais faire dans ce bouquin-là, c'est que beaucoup de gens qui me connaissent, c'est par rapport aux vidéos, donc c'est beaucoup lié à l'image. On me voit jardiner, on voit des légumes, on voit des plantes, il y a du visuel. Et du coup, je voulais que ce livre-là aussi soit bien illustré, qu'il y ait du visuel également à l'intérieur, que ce ne soit pas juste des pages noires et blanches avec des mots écrits dessus. Je voulais que ça soit agréable à regarder également. Donc voilà, ce bouquin-là, je vous en parlerai un peu plus en détail quand il sortira le 11 février. Ce qui me tient aussi à cœur, c'est que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'il n'est pas très cher en fait. Ce bouquin, je voulais pas faire un livre vraiment cher. Il y a beaucoup de livres sur la permaculture qui sont chers. Celui-là, il est relativement abordable. Il coûte 15 €. Donc bon, 15 € c'est toujours une somme, mais je trouve que pour un livre de permaculture, c'est carrément abordable. Donc voilà, par rapport à ce sujet-là du bouquin, donc celui-ci sortira le 11 février et c'est La permaculture au jardin, mois par mois, aux éditions Terran et bien sûr écrit par Damien Decazes. Bon, question suivante, elle est autour du véganisme et de la permaculture et de l'élevage qui serait indispensable ou non en permaculture. Alors, ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit moment ont remarqué que j'étais pas vegan. Moi, je suis pas végétalien, pas vegan. C'est-à-dire que je consomme des œufs de mes poules, par exemple. Donc voilà, j'ai des poules pour leur production d'œufs. Donc en quelque sorte, on peut estimer que j'exploite mes poules parce que je les ai pour leur production d'œufs. En quelque sorte, on peut considérer également que j'ai des ânesses et une jument pour exploiter leurs protéines et pour exploiter aussi leur fonction de tondre de l'herbe. Donc je pense que de ce point de vue-là, on peut considérer que je ne suis pas vegan.
Voilà. Après, mon alimentation, ça m'a pas mal été demandé. Je mange très peu de viande. Ça peut m'arriver, mais on va dire que mon régime le plus courant, c'est végétarien quand même, hein. Et au-delà de végétarien ou pas végétarien, moi ce qui m'intéresse, c'est de manger ce que je produis moi. Donc je peux produire facilement tout un tas de légumes, tout un tas de nourriture végétale, et je peux produire facilement des œufs. Enfin, je peux produire à l'aide de mes animaux, à l'aide de mes végétaux, etc., hein. Donc j'arrive sur mon terrain à avoir cette production, et donc j'arrive à être autonome très facilement. Si je devais manger de la viande, eh ben, je devrais tuer des lapins. Ça ne m'intéresse pas d'aller tuer des lapins. Si je devais manger des steaks, je devrais tuer des vaches. Ça ne m'intéresse pas de tuer des vaches. Donc moi, ma philosophie, c'est d'essayer de consommer ce que je suis capable de produire et de tuer et de faire moi-même, quoi. Donc voilà, c'est ça mon régime alimentaire. On pourrait débattre un petit peu plus. Si ce sujet vous intéresse, je pourrais développer un petit peu plus. Mais en gros, voilà, mon alimentation, elle est plutôt végétarienne. Voilà, en gros, mais ça m'arrive quand même de manger de la viande. Si quelqu'un élève des cochons chez lui, qui m'invite chez lui et qu'il a tué un cochon et tout pour fêter mon arrivée ou j'en sais quoi, je consommerai la viande de ce cochon par exemple, hein. Donc je ne suis pas du tout végétarien. Après, concernant l'obligation d'avoir des animaux pour pouvoir avoir un jardin autonome, productif, etc. Donc oui, pour moi, c'est une nécessité d'avoir des animaux, mais ce n'est pas du tout une nécessité que ce soit des animaux d'élevage. Parce que dans mes potagers, en fait, j'ai des vers de terre, j'ai des cloportes, j'ai des carabes, j'ai des lézards, j'ai tout un tas d'animaux qui viennent dans mon jardin qui ne sont pas des animaux d'élevage. Et voilà, ça pourrait largement suffire avec de la tonte. Quand on met sur une zone de culture, les vers de terre font le travail, toutes les bestioles font le boulot, et on peut avoir des zones productives et extrêmement fertiles sans avoir aucun besoin d'élevage. D'ailleurs, mes vidéos, là, ça fait 1 an que je suis en Corrèze, j'ai effectivement des équidés. Mais avant ça, j'étais dans le Var et j'avais quelques poules qui ne faisaient pas du tout une quantité de matière organique suffisante pour alimenter mon potager. Ce qui alimentait mon potager, c'était la fertilité grâce à la croissance des plantes, grâce un petit peu à de la paille que je faisais venir de l'extérieur, même si ça c'était juste quelque chose de provisoire, hein. Donc voilà, pour moi, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir un élevage avec des cochons, des vaches, des chèvres, des chevaux ou des poules pour avoir une autonomie alimentaire. On peut très bien être vegan et être autonome au niveau de son alimentation. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et d'ailleurs, dans mon bouquin ou même dans mes vidéos Que faire au jardin mois par mois, on voit très bien que toutes les techniques que je propose, elles sont à 99% du temps réalisable sans avoir aucun animal d'élevage. Par contre, il est absolument indispensable et nécessaire d'avoir un sol vivant. Donc il faut couvrir son sol, il faut avoir de la matière organique qui se décompose, il faut avoir des vers de terre, il faut ne pas mettre de pesticides, il faut ne pas labourer, etc. Il y a tout un tas de choses qu'il est important de faire, mais il n'est pas obligatoire d'avoir des animaux pour être autonome alimentairement. Donc on peut très bien être vegan et permaculteur, et d'ailleurs j'en connais plein. Enfin, nous dans nos chantiers participatifs, dans nos journées rencontres, dans nos stages, il y a très souvent des personnes avec des régimes alimentaires totalement divers et variés, vegan, pas vegan, etc. Et voilà, tous ces modes de vie sont tout à fait additionnables ou mélangeables ou viables en visant une autonomie et en faisant de la permaculture. Voilà. Là, en plus du bruit de la fontaine, il y a une poule qui vient de pondre un œuf, du coup peut-être qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Donc voilà, par rapport à ce sujet-là, donc moi je ne suis pas végétarien, je mange très peu de produits de viande en fait. Je mange des œufs, je mange un peu de voilà, j'ai pas un régime, je suis pas végétarien, je consomme très peu de viande, voilà, disons ça. Je pense que pour avoir un lieu autonome, on n'est pas obligé d'avoir un élevage d'animaux, mais par contre il faut avoir des animaux. Et puis voilà, c'est tout pour ce sujet-là. Alors, question suivante, au sujet donc, du paillage, du mulch, du foin, de la paille, etc. Donc il y a tout un tas de questions qui tournent autour de ces sujets-là. Une question qui m'est posée souvent, pas forcément dans cette foire en question, mais qui m'est régulièrement posée, donc j'y réponds maintenant, c'est est-ce que je préfère faire du paillage avec de la paille comme je faisais avant dans le Var, ou est-ce que je préfère faire du paillage avec du foin comme je fais maintenant en Corrèze? Donc les deux ont des avantages et des inconvénients. J'avais déjà de toute façon expérimenté les deux depuis un petit moment, et déjà j'avais déjà une préférence pour la paille en fait. Voilà, je préfère pailler mes potagers, mon jardin en général avec de la paille plutôt qu'avec du foin.
Tout simplement parce que la paille, elle se dégrade beaucoup moins vite, elle protège beaucoup mieux le sol et elle favorise, il y a beaucoup plus, dans le foin aussi, il y a pas mal d'animaux qui peuvent vivre sous un paillage de foin, mais sous un paillage avec de la paille, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'animaux, de biodiversité. Après, eh oui, on t'a entendu que t'as pendu. Par contre, après, effectivement, le foin, il va se dégrader beaucoup plus vite et du coup, il va nourrir le sol beaucoup plus rapidement, il va nourrir les bactéries un peu plus rapidement. Donc, en disant que le foin, il a un effet un peu plus immédiat, nourrissant pour le sol, et la paille, elle a un côté un peu plus durable et puis voilà. Donc, mais les deux sont bien, c'est sûr. Même le feuillage, même le broyat, tout ça sont des matériaux qui sont chouettes. Moi personnellement je préfère la paille, mais pourquoi est-ce que ici j'utilise du foin? Tout simplement parce que ici j'arrive pas à trouver de paille biologique et j'ai pas envie de ramener des pesticides dans mon potager, dans mon jardin. Donc sur les foins ils font pas de traitement, enfin là où je l'achète il n'y a pas de traitement sur le foin et du coup voilà, quand je ramène du foin je ramène pas des pesticides et tout ça. Voilà, donc ça c'est ma préférence, c'est plutôt la paille, mais le foin ça fait très bien le boulot, puis ça a des avantages aussi, hein. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur quel est le meilleur paillage, je vous mets le lien quelque part, hein. Et sinon par rapport à l'autonomie, oui, j'aspire à produire moi-même toute la matière organique dont mon jardin a besoin. Donc ça va être une étape qui va arriver plus tard parce que je fais pousser des arbres dans les haies, je fais pousser beaucoup d'arbres en fait, hein. L'idée c'est vraiment d'avoir de la matière organique grâce aux arbres que je vais pouvoir couper, tailler et intégrer cette matière organique sur mon sol. L'idée c'est d'être autonome en tout point sur mon lieu. Donc, et par rapport aux animaux également, l'idée c'est que mes animaux je sois également autonome, que je ne sois pas obligé d'acheter de l'alimentation pour nourrir mes animaux. Donc ça c'est un objectif que je vise et je fais tout pour y arriver. Après là je viens juste d'arriver, ça fait un an, pour l'instant je ne suis pas du tout autonome, notamment en matière organique que je suis obligé de mettre sur mon sol. Mais voilà, de toute façon sur tous les points de vue en fait je vise l'autonomie. Donc j'y arrive pas pour le moment à tout, je ne sais pas si un jour j'y arriverai sur tous les domaines, mais en tout cas c'est un but, c'est une direction que je vise. Donc voilà pour le paillage, le foin, etc. Ah oui, une autre question par rapport à l'utilisation de ma serre, donc l'utilisation d'une serre en fait en permaculture. C'est une question qu'on me pose aussi de temps en temps. En gros là la question c'était est-ce que c'est vraiment intéressant de développer une serre de façon intensive avec des plantes qui poussent à eau chaude, qui sont chouchoutées en fait dans un lieu artificiel, plutôt que est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de développer les plantes comme les plantes sauvages, les cynorhodons, les aubépines, enfin toutes les plantes sauvages comestibles, voilà. Donc en gros la question c'était est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir une serre, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux favoriser les plantes qui tiennent à l'extérieur et qui sont capables de se débrouiller toutes seules en extérieur, en gros. De mon point de vue, en fait, ces deux choses ne sont pas à opposer, ne sont pas du tout à mettre en opposition. Parce que moi, sur les terres que je cultive, mais sur les terrains sur lesquels je m'active, c'est en gros 4 hectares. Et la serre, ça représente 80 mètres carrés. Donc c'est même pas 0,5%, si je dis pas de bêtises, hein. C'est même pas 0,5% de la surface. Donc la majorité des choses que je fais, ce sont en travail avec les plantes sauvages extérieures, avec les plantes que je cultive en extérieur et qui sont capables de vivre en extérieur. Par contre en serre, là je fais certaines plantes qui vont produire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus densément. Par exemple, je pense que j'ai planté à peu près autant de tomates en extérieur qu'en intérieur, parce que j'essaye également d'adapter mes tomates au climat limousin. Mais par contre, celles que j'ai plantées en extérieur ont produit à peu près 100 fois plus. Donc la serre a quand même un intérêt, c'est de pouvoir être autonome très rapidement. La serre, même si elle représente que 0,5% de tous mes terrains, elle produit peut-être pas la moitié, mais pas loin de la moitié de mon alimentation, donc un peu moins quand même. Mais voilà, en fait, elle est très efficace. Pour moi, donc ça s'empêche pas. Je vais faire en sorte d'avoir des tomates adaptées à l'extérieur, en Limousin. Je fais en sorte d'avoir des courges, tout un tas de trucs qui poussent qu'en extérieur dans le Limousin. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une serre pour avoir des trucs vraiment plus efficaces, plus précoces, qui durent plus longtemps dans la saison. Voilà, là, les tomates, j'en ai récolté jusqu'à très tard. Celle de l'extérieur était morte bien avant. Voilà. Après, moi, ce qui me dérange dans la serre pour le moment, c'est la bâche plastique en fait, hein. Parce qu'elle n'est pas durable en fait. Je sais qu'au bout de 5-6 ans, jusqu'à 10 ans maximum, il va falloir que je la change.
Et à terme, je voudrais avoir quelque chose de beaucoup plus durable. Donc je vais réfléchir. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus vite, mais à faire des côtés avec du verre de récupération, du torchis entre les vitres de récupération sur les côtés. Sur le dessus également, je voudrais disposer du verre, mais faire attention parce que le verre, s'il prend la grêle, il peut casser. Donc peut-être qu'il faudra que je mette au-dessus un petit grillage anti-grêle. Donc c'est quand même tout un boulot pour pouvoir transformer cette serre et qu'elle soit vraiment pérenne, que je ne sois pas obligé de changer la bâche tous les 10 ans ou tous les 5 ans. Donc voilà, pour moi ce qui me dérange dans cette serre, c'est la bâche plastique, mais je suis en train d'y réfléchir pour essayer de trouver une solution pour que dans 5-6 ans, quand je vais faire le changement, je passe sur quelque chose de beaucoup plus pérenne. On va voir si j'y arrive. Si j'y arrive pas dans 5-6 ans, ça sera dans 15 ans. Mais en tout cas, c'est un but que je vise. Il va me falloir beaucoup de verre, de récupération, il va falloir pas mal de choses. Mais voilà, pour moi la serre, le seul problème que je trouve qu'elle a, c'est vraiment le fait qu'elle utilise de la bâche plastique. Sinon elle est pérenne selon moi et en plus moi j'aime bien faire des semis, donc une activité, c'est dommage aussi de se priver d'une activité qu'on aime bien. Voilà, j'aime bien faire des semis au chaud, j'aime bien avoir des tomates en juin, j'aime bien avoir des tomates jusqu'en décembre, je trouve ça sympa quoi. Et puis voilà, donc par rapport à la serre, pour moi elle ne s'oppose pas du tout aux plantes extérieures. J'ai planté peut-être des milliers d'arbres maintenant. Il y a des quantités de plantes sauvages que j'apprends à utiliser. Donc voilà, les deux, je trouve que ça va bien ensemble. Hop, j'espère que je réponds aux questions aussi parce que c'est pas évident de savoir exactement le fond d'une question en quelques lignes que l'on voit dans un commentaire YouTube. Voilà, après je réponds et puis ça lance le sujet. Et puis de toute façon, là c'est juste une foire aux questions, c'est des sujets que je survole. S'il y a des sujets en particulier dans cette foire aux questions qui vous intéressent plus que les autres, je sais pas, j'en sais rien, moi, sur l'élevage, sur la serre, sur n'importe quel sujet, mettez-moi le dans les commentaires et ça me donnera des idées pour mes futures vidéos. Peut-être que je ferai une vidéo pourquoi vegan, pourquoi pas vegan. Peut-être que je ferai un jour une vidéo sur la serre, j'en ai déjà fait une, mais bon, bref. En tout cas, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Question suivante. Ah oui, on m'a posé des questions par rapport aux interviews que je réalise. De temps en temps, je vais voir des personnes et je leur pose des questions et ils me répondent. Et je fais des interviews là, des gens que j'estime intéressants. Si je vais les voir à la base, c'est que je trouve qu'ils ont certainement quelque chose d'intéressant à partager. Et après, une fois que j'ai fait l'effort d'aller les voir, de leur poser des questions, je ne censure pas du tout ce qu'ils vont me dire. Et en fait, ce que disent ces gens-là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Donc voilà, moi mon but c'est d'aller leur poser des questions, ils me répondent exactement ce qu'ils veulent et je garde l'intégralité de leurs propos. Je ne vais pas le censurer, je ne vais pas le diminuer, je ne vais pas le transformer. Juste je fais quelques coupures, j'enlève des longueurs, mais l'idée c'est de garder leur discours, leur histoire telle qu'elle. Voilà, donc quand je fais une interview, parce que je vais encore en refaire, hein, j'ai prévu de faire des interviews, j'interviewe des gens qui me semblent intéressants et ensuite je ne filtre pas, quoi. Je prends tout ce qu'ils nous offrent, tout ce qu'ils nous répondent et je le diffuse tel quel, sans transformation. Donc voilà, quand je voyais dans mes vidéos quelqu'un qui parle, c'est lui qui parle, c'est pas moi qui essaye de transmettre des idées à travers lui, quoi. Donc voilà, cette petite mise au point et aussi on m'a un peu parlé de ce sujet-là. Donc voilà, dans mes interviews, il n'y a pas de censure, et puis ça permet aussi à la personne qui se fait interviewer d'être sûr que son discours va être retranscrit tel quel. Hein. Et puis j'aime bien aussi les divergences d'opinion. On ne peut pas être tout le temps tous d'accord sur tous les sujets. Moi-même, j'ai du mal à être d'accord avec moi. Vous-même, vous avez forcément des contradictions, on change d'avis. Enfin, c'est comme ça, ça bouge, quoi. Donc voilà, quand j'aime bien être en désaccord avec certaines personnes, si le dialogue est possible. Après, il y a des personnes avec qui le dialogue n'est pas possible. Là, c'est un autre délire. Ah ouais, une question qu'on me pose souvent, surtout là dans cette foire question, c'est quand c'est que je fais une vidéo sur la culture des champignons. J'ai envie de dire bientôt, mais en fait ça risque de pas être bientôt parce qu'avec mon déménagement, je recommence tout à zéro. Donc là effectivement j'ai lancé quelques trucs de champignons, mais ça risque de prendre 1 an avant d'être intéressant. Et puis j'ai envie de faire une vidéo intéressante, j'ai pas envie de faire une copier-coller des vidéos qui existent déjà ou j'ai envie d'apporter des informations nouvelles. Donc j'ai envie de dire peut-être que ça sera pas en 2019 les champignons, hein, ça sera peut-être en 2020. Ou pas, après peut-être que ça dépend, peut-être que je vais, j'en sais rien, mais en tout cas ça va pas être demain. Construction en terre-paille, donc on me demande aussi de faire des vidéos sur la construction en terre-paille, ça va arriver, vous inquiétez pas. Concernant le jardin forêt,
Alors là, le problème, c'est que j'ai juste noté jardin-forêt et je me rappelle plus c'est quoi la question. Jardin-forêt, c'est bien. Non, je sais pas trop quoi vous dire sur le jardin-forêt, c'est super, c'est passionnant. Mais comme j'ai pas noté les questions, en fait, je note juste quelques petits mots-clés pour me rappeler. Une question sur les tiques. Est-ce que j'ai pas trop de tiques, de problèmes de tiques avec toutes ces herbes hautes qui m'entourent? Ben moi personnellement, je sais pas pourquoi, je chope jamais de tiques en fait. Des fois je les vois marcher sur moi, mais je sais pas, mon sang ne doit pas être intéressant et ils s'accrochent jamais à moi. Donc j'ai jamais eu de problème de tiques. Pour le moment, on n'a pas eu de problème de tiques en fait. Voilà, les ânesses et la jument parfois ont des tiques sur elles, on les enlève, mais nous on n'a pas vraiment de problème. Et un truc intéressant, c'est que comme il y a des ânesses et une jument, elles tondent une bonne partie de la prairie, ce qui fait que c'est pas une super cachette pour les tiques. Et en plus, un animal qui est super pour enlever les tiques de parcelles, c'est les poules. Les poules, si elles voient des tiques si elles voient des tiques, elles les bouffent, quoi. Donc avoir des poules dans une zone où on a peur d'avoir des tiques, ça peut être également intéressant. Je ne sais pas si c'est vegan ou pas, mais en tout cas, avoir des poules pour chasser les tiques, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc voilà, moi perso, j'ai pas vraiment de problème de tiques. Et au niveau de la santé des animaux en général, ben, on n'a pas de problème de santé d'animaux pour le moment. Pour les équidés, j'utilise un vermifuge à base de plantes en fait naturelles. Pour le moment, tout va bien. Ah ouais, on m'a fait aussi. Ah oui, cette question-là, elle me revient très souvent. Comment est-ce que je cuisine ce que je produis, comment est-ce que je conserve ce que je produis, ouais, des trucs sur la cuisine, préparation, tout ça. Alors, je pense pas que je vous ferai des vidéos sur la cuisine parce qu'en fait, c'est pas un sujet qui me passionne. Ma façon de cuisiner, c'est hyper simple tout le temps. Je fais des trucs très simples. Je mange un maximum de choses crues. Donc franchement, je ne suis pas un grand cuisinier, je ne sais pas si mes vidéos sur la cuisine seraient vraiment intéressantes. Il y a plein d'autres chaînes, il y a plein d'autres sites, il y a plein d'autres trucs qui proposent, je pense, des vidéos sur la cuisine, sur la préparation, tout ça. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Donc voilà, je ne veux pas spécialement faire des vidéos sur la cuisine, à la rigueur sur la conservation, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais je fais des trucs tellement simples que genre, en 2 vidéos, ça serait terminé, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà. Ah oui, une autre question qu'on m'a demandé également, c'est donner des conseils pour un jeune qui voudrait se lancer. C'est pas évident non plus de donner des conseils. Est-ce qu'il faut faire le BPREA? Est-ce qu'il faut se lancer tout seul? Est-ce qu'il faut demander des crédits, tout ça? J'ai pas un conseil vraiment particulier à te donner. C'est vraiment au cas par cas. Ce que je peux vous dire rapidement, c'est mon parcours personnel. Donc moi j'ai commencé à bosser, j'avais 16 ans, j'ai fait apprenti. Je bossais dans des jardineries, animalerie, donc j'ai beaucoup travaillé en animalerie, en jardinerie. Après j'ai beaucoup travaillé dans des champs agricoles, j'ai travaillé dans les vignes, j'ai travaillé dans les abricots, j'ai travaillé beaucoup dans le monde de l'agriculture. Ça me permettait de travailler de façon saisonnière. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à accumuler suffisamment d'argent parce que je dépense très peu, donc j'avais réussi à mettre un petit pécule de côté pour pouvoir acheter un terrain. Et en fait non, j'ai même pas pu acheter la totalité du terrain, j'ai pu me faire prêter de l'argent. J'ai une attaque de courge, donc j'ai pu me faire prêter de l'argent par la famille que j'ai remboursé petit à petit. J'avais une somme quand même qui m'a permis d'acheter mon premier terrain. Et avec ce premier terrain, qui était dans le Var, c'est le jardin du Grand Jas, j'ai commencé à faire mes premiers légumes. Voilà, donc à partir de ça, j'ai aucun diplôme spécialement autour de l'agriculture, enfin j'ai pas spécialement de diplôme. J'ai appris tout seul, j'ai été passionné et puis voilà, donc j'ai travaillé, j'ai accumulé un peu d'argent. Quand j'avais un peu d'argent, j'ai pu acheter un terrain. Voilà mon parcours et il se résume à ça. Et après quand j'ai commencé à j'ai travaillé pendant 5-6 ans à faire des trucs intéressants sur ce terrain, à vendre des légumes, à avoir des techniques de production intéressantes et originales. Et je pense qu'au moins 7-8 ans plus tard, je me suis mis à faire des vidéos pour essayer de diffuser un peu les quelques informations que j'avais par rapport à ce que moi je voulais faire. Je ne voulais pas du tout transmettre quoi que ce soit avant de moi-même avoir réussi à être autonome en légumes, à avoir vendu des légumes, à avoir gagné mon argent avec de la permaculture, quoi. Donc voilà, en gros c'est ça mon parcours. J'ai travaillé, j'ai accumulé de l'argent et avec cet argent j'ai acheté un petit terrain et j'ai commencé à bosser. J'ai bossé vraiment beaucoup pour avoir un petit jardin. Moi, mon terrain il faisait 4000 m². Pour un petit jardin productif, il faut vraiment travailler beaucoup. Donc voilà, j'ai passé énormément de temps à jardiner, produire des légumes et vendre des légumes.
Voilà, j'ai pas vraiment de conseils, moi j'ai pas de BPRA, j'ai aucun diplôme agricole. Par contre, j'ai de l'expérience, c'est-à-dire que j'ai toujours plus ou moins jardiné, toujours été passionné par la nature et j'ai travaillé pendant plus de 7 ans, 8 ans en jardinerie. J'ai travaillé dans plein de divers petits boulots agricoles, voilà, faire les vendanges, travailler dans les vignes pendant 2 mois, faire de la taille des vignes, des trucs comme ça. Ça apprend à travailler avec la nature. Se rendre compte que bosser en hiver, bah, il fait froid, bosser en été, bah, il fait chaud et qu'il faut quand même faire le boulot. Donc voilà, pourquoi pas faire des petits boulots agricoles saisonniers pour voir si ces activités nous conviennent. Et ça permet d'accumuler un peu d'argent pour pouvoir éventuellement acheter un terrain, mais c'est pas la seule façon de faire. On peut louer des terrains. Je sais que il y a des gens qui louent des parcelles ou qui prêtent des terrains même. Voilà, si vous avez des terrains à prêter à des jeunes qui veulent se lancer en permaculture, peut-être mettez-le dans le commentaire de cette vidéo et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va vous contacter parce qu'il y a plein de gens qui ont des terrains, ils ne savent pas quoi en faire. Il y a des gens qui veulent se lancer en permaculture, qui vivent en ville, qui n'ont pas de terrain. Peut-être créer du lien comme ça peut être intéressant. Et puis voilà. Question suivante. Ouais, les mares. On me demande souvent comment réaliser une mare sans bâche. Est-ce que moi je mets des bâches dans mes mares, etc., etc. Donc moi là j'ai de la chance. Toutes les mares de ce terrain-là, elles n'ont aucune bâche. Voilà, c'est juste un trou creusé, la terre, l'argile légèrement compactée et il y a de l'eau qui rentre dedans. Et il n'y a pas de bâche, il n'y a rien du tout. En fait, quand l'argile se sature en eau, il devient étanche et ça garde l'eau, quoi. C'est comme ça que je fais, mais il faut que je fasse une vidéo vraiment complète sur les mares parce qu'on me le demande très très souvent. Mais j'ai envie de détailler toutes les techniques possibles, donc un jour ça viendra. Voilà, c'est tout pour cette petite foire en questions. J'espère que j'ai répondu à vos questions, à certaines de vos questions, bien sûr. Je crois qu'il y avait 852 milliards de questions, donc j'en ai pris juste quelques-unes. J'espère ne pas avoir trop répondu à côté des questions. S'il y a des sujets que vous voulez que je développe un petit peu plus dans d'autres vidéos, je sais pas moi, le véganisme, je sais pas les mares, bon, les maroquais, les conserves, etc. Mettez-le, que je vois un peu les sujets qui vous intéressent le plus. La sortie de mon livre, je le répète, mais j'en ferai une vidéo, c'est le 11 février. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, peut-être un peu chiante, peut-être avec un peu trop de bruit, avec trop de poules qui parlent et tout. Et on revient la semaine prochaine pour des vidéos un peu plus normales. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis ouais, si quand même, un immense merci. Chaque fois je le dis à la fin de mes vidéos, mais c'est vraiment un énorme merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, qui me permettent de développer ces vidéos, qui me permettent d'avancer le projet, qui me permettent vraiment de faire beaucoup de choses. Donc vraiment un énorme merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Vous êtes extraordinaires. Et donc voilà, ce coup-ci c'est bon. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.